Bienvenue au cycle de vidéoconférences organisé par la Maison de l'Urbanité. Nous avons débuté ce cycle avec l'exposé du projet du futur tram, puisque son tracé impacte et relie plusieurs projets importants qui seront présentés dans ce cycle de vidéoconférences. Nous avons réalisé une première halte sur le site du Val-Benoît, qui constitue un des axes de développement économique prioritaires au sud de Liège, en bord de Meuse. Aujourd'hui, nous sommes dans le quartier des Guillemins. Une grande partie des projets urbanistiques de ce quartier concerne le développement stratégique d'un axe reliant la gare des Guillemins et l'ensemble Médiacité situé dans le quartier du Longuedo, de l'autre côté de la Meuse et de la dérivation. Nous rencontrons Renaud Quinet, directeur du département de l'urbanisme de la ville de Liège. Il va nous présenter l'ensemble de ses projets sur cet axe Guillemins-Médiacité. Nous verrons comment ces projets permettent de stimuler le développement économique, culturel et touristique de la ville de Liège. Nous verrons plus en détail certains de ces projets avec Daniel Dethier, ingénieur architecte urbaniste, et Vincent Servet, ingénieur civil des constructions. En 1842, le chemin de fer s'installe au pied de la colline de Cointe. La position de la gare va entraîner le développement urbanistique des quartiers Guillemins, Cointe et Avroy. Cette gare sera ensuite démolie en 1958. C'est le groupe d'architectes égaux, Loest, Carlier et Mosin, qui seront chargés de l'élaboration de cette gare. Ce groupe a aussi marqué le paysage liégeois avec l'urbanisation de la plaine de Droix. La gare de 1958, le Palais des Congrès sont, avec la plaine de Droix, les pièces maîtresses de l'effort fourni pour participer à l'exposition universelle de Bruxelles de 1958. Vers 1980, se met en place progressivement le réseau européen à grande vitesse. L'idée d'intégrer Liège dans ce réseau européen à grande vitesse apparaît dès 1987. Mais surtout, il faut réinventer cette gare et la déplacer pour répondre aux nouvelles exigences de vitesse, de confort, de sécurité et d'intermodalité. En 1995 est prise la décision de déplacer cette gare 150 mètres au sud. La construction de cette nouvelle gare TGV va entraîner le remodelage complet d'une partie de ce quartier. La maîtrise d'ouvrage de cette gare sera assurée par le district sud-est de la SNCB avec pour maître d'œuvre Eurogare TGV. En 1996, un concours international est lancé et l'architecte ingénieur espagnol Santiago Calatrava est désigné pour concevoir cette gare. La stabilité sera assurée par le bureau Grèche. La gare sera inaugurée en 2009. Cette gare constitue une véritable plateforme intermodale entre le réseau européen à grande vitesse, le réseau ferroviaire intérieur, les taxis, les autobus, les voitures partagées, les vélos, les piétons et même le réseau autoroutier et bientôt le tram. L'architecte a osé une structure en béton blanc coiffée d'une voûte d'acier et de verre si typique des gares du XIXe siècle. Cette gare a la particularité de ne pas présenter de façade. Au niveau des quais, un grand balcon urbain s'ouvre vers la ville en direction de la Meuse. Liège se positionne sur la carte des métropoles régionales par la mise en œuvre d'un programme significatif d'équipement. Ils sont implantés entre la gare des Guillemins et la Médiacité sur un axe d'1,5 km, franchissant la Meuse et la dérivation. Pouvez-vous nous décrire brièvement ces équipements? Alors on parle d'un axe métropolitain entre le quartier des Guillemins et le quartier du Longuedo, parce qu'il concentre une série d'équipements majeurs qui rayonnent à l'échelle de l'agglomération et même au-delà. Bien sûr, la gare TGV de l'architecte Santiago Calatrava. Au bout de l'esplanade, côté Meuse, la Tour des Finances. Et de l'autre côté de l'eau, sur l'île de la Bovry, le Palais des Congrès et le musée Bovry. Au quartier du Longuedo, le centre de la Médiacité, le centre des médias de la RTBF et la patinoire communale. Alors ces équipements sont articulés autour d'espaces publics qui ont été réaménagés, qui constituent la colonne vertébrale de cet axe métropolitain, avec une place devant la gare qui se prolonge en esplanade jusqu'à la Meuse, des quais de Meuse qui ont été réaménagés entre l'évêché et le pont de Fragnier, et puis la nouvelle passerelle cyclo-piétonne qui franchit la Meuse pour rejoindre l'île de la Bovry. Avec la nouvelle implantation de la gare, le quartier des Guillemins a complètement été remodelé.
Pouvez-vous nous expliquer le montage du projet pour l'aménagement des espaces publics et des développements immobiliers tels que nous les voyons aujourd'hui? Donc les réflexions ont été menées en plusieurs phases. Il y a au départ la décision de la SNCB de créer cet arrêt TGV à Liège et de construire une nouvelle gare, de déplacer la gare actuelle vers une nouvelle implantation qui accueillera l'œuvre qu'on connaît aujourd'hui de Santiago Calatrava. Les autorités décident alors de mener une réflexion de rénovation urbaine sur le quartier pour modifier les abords de cette nouvelle gare. Cela s'exprime d'abord par la volonté de créer un parvis à la gare et puis de réfléchir à réorganiser le bâti, les îlots qui entourent la gare pour amener plus de qualité et de mixité fonctionnelle. On développe alors un schéma directeur, un PCA, différents outils en fait pour cadrer cette rénovation urbaine, mais il s'agit surtout au départ de créer une place triangulaire. Pour réaliser cette place, la ville fait un appel à concours de projet et désigne une association de bureaux, l'atelier 4D, le bureau de Daniel Dethier, l'agence Terre et le bureau Ney & Partners. C'est un moment important parce qu'il y a vraiment un basculement dans la réflexion. Au départ, il s'agit de créer une place qui fait le parvis devant la gare, mais très vite germe cette idée de créer un lien plus fort et de relier la gare à la Meuse. C'est cette notion d'esplanade qui crée vraiment une nouvelle dynamique dans la réflexion. Cette nouvelle ambition amène les autorités à confier une nouvelle mission d'étude pour réaliser cette esplanade. Une mission qui vise à réfléchir aussi les fonctions. L'idée, c'est de créer un véritable pôle de gare avec une densité et une diversité de fonctions beaucoup plus importante. C'est cette idée, cette étude qui sera traduite plus tard dans le périmètre de remembrement urbain du quartier. C'est un nouvel outil d'aménagement que la région a mis en place, un outil qui se veut opérationnel. L'idée, c'est que c'est le projet qui crée l'outil et pas l'inverse. Donc à partir du moment où il y a une modification de l'espace public, une modification des voiries, on peut développer cet outil opérationnel qui est le périmètre de remembrement urbain. Périmètre qui cadre toujours aujourd'hui, qui porte toujours l'ambition de cette esplanade et qui cadre toujours aujourd'hui les différentes demandes de permis. C'est ce dossier qui a permis aussi aux autorités de défendre l'obtention de fonds FEDER pour organiser les espaces publics. Donc cette réalisation des espaces publics, elle s'est organisée en plusieurs phases, en fonction de l'obtention de différents subsides. Et l'aménagement de l'esplanade, il sera terminé, il sera réalisé avec les travaux du tram qui sont en cours aujourd'hui. C'est un dossier qui est piloté par l'OTEWE, avec comme bureau d'études chargé de la coordination générale le bureau Greisch et l'atelier du Sartillement pour la partie urbanistique. Donc ce tram, il va traverser l'esplanade entre la gare et la Meuse. Il mène en fait de la rue Varin, il longe les rails du chemin de fer, et puis il traverse l'esplanade jusqu'à l'avenue Blondine pour rejoindre les grands boulevards de centre-ville et mener jusqu'à l'Opéra et finalement jusqu'à Bressou, où se situe le terminus et le lien avec l'autoroute. Pouvez-vous nous décrire ces développements immobiliers entre la gare et les quais de la Meuse? Alors comme on l'a dit, l'esplanade concentre une série d'investissements et de grands équipements, mais aussi des développements privés. En fait, ce tronçon, cet axe, il se localise dans une réflexion globale, vraiment de pôle de gare, pour concentrer les fonctions. À l'extrémité de l'esplanade, il y a la tour des finances, comme on l'appelle. C'est une tour d'un gabarit assez élevé, qui est marquant dans le paysage, volontairement marquant pour signaler un peu cet axe d'ampleur entre la gare et la Meuse. Le bâtiment est occupé par le service des finances. On parle d'environ 1100 employés en fait. Et il rassemble une série de bâtiments qui avant étaient plus bas, qui occupaient une emprise bâtie beaucoup plus importante. Donc l'enjeu du PRU, ou l'objectif du PRU, c'était de rassembler, de concentrer ces bâtiments en une seule emprise pour dégager un vaste espace public. Et donc d'ailleurs la ville a mis en charge d'urbanisme de ce projet la cession d'1 hectare environ d'espace public, ce qui permet de l'aménager aujourd'hui et d'accueillir le tram. Entre la tour des finances, ou tour paradis comme on l'appelle, et la gare, se développe aujourd'hui, c'est en travaux derrière nous, un ensemble de bâtiments assez important par le 35 000 m², ce qu'on appelle le projet Paradis Express, et qui développe une grande mixité de fonctions. Donc il y a un pôle bureau assez important de 21 000 m², dont 5 000 m² de coworking, espace de coworking. Sur le reste des bâtiments, sur les 6 bâtiments restants, c'est plutôt prioritairement du logement. Il y a une crèche, il y a une résidence de co-living et une grosse centaine d'appartements. Donc ce projet, le Paradis Express, est porté par un ensemble de sociétés, Fedimo qui est au départ du projet, qui est vraiment l'initiateur,
Wust qui est à la construction et Matexi qui va développer le programme de logement. Sur l'autre hanche, si je peux dire, de l'esplanade, côté rue Paradis, on a deux projets importants. Le premier est porté par le groupe Horizon, qui va s'installer normalement le long de la rue Paradis, mais aussi créer un réaménagement de l'intérieur d'îlots. On parle d'un programme essentiellement de logement. Le projet est en cours de discussion et de réflexion, donc le programme n'est pas encore pleinement connu. Un peu plus loin, accessible par la rue de Serbie, un projet qui a été initié par l'intercommunale Essetia. C'est un projet de logement, un peu plus de 7000 m², qui comprend aussi les bureaux qui vont accueillir l'intercommunale. L'appel à projet est actuellement en cours, donc on attend le dépôt prochainement d'un permis d'urbanisme. Ce projet de l'intercommunale Essetia sera aussi accessible via la rue Paradis, le long de la Design Station, un bâtiment assez contemporain qui a été porté par l'ASPI pour accueillir, pour être une vitrine en fait de la création et du design. Une première phase de logement est aussi associée à ce bâtiment, on parle d'une dizaine d'appartements. En fait, tous ces projets et ces investissements publics, ils créent une vraie dynamique de développement, ce que j'ai appelé tout à l'heure le pôle de gare. Ça se traduit notamment par des projets aussi le long de la rue du Plan Incliné, à l'angle de la place des Guillemins par exemple, et de la rue des Guillemins, on a un projet important développé par Ardent Group, qui comprend un hôtel, du logement et des bureaux. En face du rond-point, enfin de l'autre côté du rond-point, côté rue du Plan Incliné, la SNCB vient de lancer un appel pour vendre un terrain, le terrain de l'ancienne poste, pour créer un ensemble de bâtiments également. Ce projet sera l'initiateur, je vais dire, d'une réflexion de reconversion de l'entièreté de la rue du Plan Incliné, là où se localisent aujourd'hui les parkings et les entrepôts. Et puis pour terminer peut-être, de l'autre côté de la place des Guillemins, on a aussi un terrain vierge en friche qui est propriété de l'ETOE, pour lequel l'opérateur prépare aussi un appel à projet. On a pas mal de discussions pour définir le contexte et l'ambition du projet que doit accueillir ce terrain. Donc, côté Fragnier, côté rue de Fragnier, là où se localise l'ICADI, on parle d'un terrain d'environ 10 000 m², propriété à la fois de la ville et de la SNCB. Et on prépare actuellement un appel à projet, ce qu'on appelle un appel à intérêt, pour créer à cet endroit-là un ensemble plutôt de logements. C'est un appel à intérêt qui sera initié normalement début 2022. Et de l'autre côté, côté gare, le long de la rue Varin, on a aussi un ensemble de terrains qui sont à la fois propriété de la SNCB et de la ville. Mais l'arrivée du tram a un peu bouleversé la composition initiale portée par le PRU. Donc les îlots qu'on avait prévus au départ doivent être remaniés. On prépare donc le lancement d'une petite étude urbanistique pour redéfinir la programmation, les gabarits, avant de lancer un appel à projet pour reconstruire ces parcelles. Vous voyez que la conjugaison de l'ensemble de ces projets vont renforcer vraiment le rôle de la gare, c'était notre objectif, ramener pas mal de logements, renforcer l'attractivité des quartiers. Et chaque fois, on a souhaité défendre des valeurs architecturales et des valeurs urbanistiques fortes au travers de tous ces projets. Daniel Dethier, je me tourne à présent vers vous. Pouvez-vous nous expliquer les aménagements des espaces publics situés entre la gare et les quais de la Meuse? Donc l'idée de la placette qu'on a réalisée en 2011 et 2014, c'était vraiment de faire la première phase de l'avenue qui devait aller jusqu'à la Meuse et puis par une passerelle jusqu'au parc de la Bovrie. Et on n'a pas eu la possibilité d'étendre notre mission, donc notre mission s'arrête là. Et je crains que les aménagements qui sont prévus dans le cadre de l'aménagement du tram ne soient différents de ce qu'on a fait et donc qu'on n'ait pas cette continuité. Continuité qui est déjà un peu interrompue par le fait que pour accéder à la passerelle, il faut passer de l'autre côté des voies rapides. Il y a donc déjà une perte de charge. Voilà. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir une continuité Guillemins jusque Bovry, et puis après, c'est devenu une continuité colline de Cointe, colline de Chartreuse, puisqu'on a même proposé des plans d'aménagement du départ du boulevard Poincaré. La difficulté de cette place, en fait, c'était d'avoir une place qui puisse accueillir les gens. Moi, je considère que la ville, c'est fait pour les habitants. Donc, accueillir des gens avec des pelouses. Ça, c'était une demande d'Euroliège TGV. Et je trouve qu'ils avaient raison, des pelouses où on a limité l'accès, si vous voulez, pour ne pas qu'on piétine l'herbe à longueur de journée. Et on a imaginé aussi de l'eau. Ça, c'était une demande claire
au départ d'avoir de l'eau pour avoir cette espèce d'axe qui allait vers la Meuse, qui rappelait un peu la Meuse. Les gens sortent de la gare, ils sont à Liège, Liège c'est la ville de la Meuse. Et donc ça c'était un peu l'idée. Et on a fait des bassins en acier inoxydable pour des questions d'entretien avec des vagues. Et puis il y a des petites fontaines là-bas qui permettent aux enfants de jouer et qui sont assez fréquentées. Voilà, le choix des revêtements, c'est donc un béton lavé préfabriqué qu'on a réceptionné en usine, qui a été fabriqué de manière tout à fait automatique. Donc c'est des dalles qui sont magnifiques, qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et les différences de niveau, puisque la place est concave, ont été reprises par l'emploi de pavés de grès traditionnels. Donc les accès autobus, ce sont des accès béton noirs qui rappellent le béton lavé dans sa couleur, mais qui n'ont pas la texture du béton lavé. Et ce béton lavé, sa texture provient du fait qu'on ne voulait pas avoir des bruits de roulement des petites valisettes trop importants, et qu'on voulait aussi, s'il y a un gosse qui tombe, qui ne s'érafle pas, qui ne s'arrache pas la peau des genoux. Voilà, on voulait quelque chose de doux et de confortable. Et je suis content de voir que la végétation a bien repris. La place est fort fréquentée. Quand on voit les bancs ils sont bien utilisés. Je pense que tout est encore en parfait état, malgré ces 6-7 ans de vie. Quand on a gagné ce concours, en 2003, on travaillait avec l'agence Terre à Paris. Et ça s'est très très bien passé. Mais au fil des années, c'était usant, parce qu'on a réalisé finalement la place en 2011 et 2014. Et Terre est sorti parce qu'ils en avaient un peu marre de toute la cacophonie, etc. Et là, on a demandé à Gilles Clément, que j'apprécie beaucoup, d'intervenir et s'est posé la question du choix des plantes. Et lui, il a dit, face à cette gare, à l'architecture internationale, qui finalement a peu à voir avec le contexte liégeois, je vais proposer des bambous. L'avantage des bambous, c'est que ça pousse bien. Et ils ont l'air de bien tenir. Voilà, pour les autres arbres, on a choisi des feuillages avec différentes couleurs de vert. Et puis on a marqué aussi les 2 ronds-points par une sculpture de Jean Glibert, parce que la question de l'éclairage des ronds-points, on a toujours un foisonnement de poteaux d'éclairage tout autour, et c'est jamais très très beau. On voulait quelque chose de beaucoup plus net, et donc Jean Glibert a imaginé une sculpture avec des verts colorés qui donnent une ombre qui est très belle. Donc non seulement il y a l'effet du soleil dans la sculpture qui se dresse verticalement, mais il y a aussi ces couleurs qui s'étalent alors sur la chaussée. Et le point de départ de la réflexion, c'était comment éclairer le rond-point de manière intelligente sans aller mettre un tas de petits poteaux comme ça tout autour. Nous nous trouvons maintenant face à la passerelle La Belle Liégeoise. Renaud Quinet, pouvez-vous nous parler de l'aménagement des quais en bord de Meuse situé entre le pont de Franier et le rond-point des Prés-Montrés? L'aménagement des bords de Meuse a été réalisé par la région avec des fonds européens. Il s'agissait de transformer l'autoroute urbaine, il faut l'appeler comme ça, cette voie rapide qui coupait la Meuse et les quartiers, en boulevard urbain sur un tronçon d'environ 2,5 km. L'objectif était double, c'était de redonner plus d'espace au mode doux, de rééquilibrer en fait les usages entre la voiture, le transport public, les piétons et les cyclistes, et surtout de redonner aussi des accès au quartier, permettre aux habitants de Franier et des Guillemins de rejoindre la Meuse. Ce projet a été conçu par le bureau Greisch en association avec l'atelier Ecorajout pour tout le concept paysager, le bureau Transitec pour la mobilité, et aussi des partenaires locaux, l'atelier du Sartillement pour le volet urbanistique et le bureau Canvas pour l'architecture. Alors ces aménagements ils comprennent en effet un concept paysager très fort. On est ici par exemple sur la balade du bord de Meuse, une balade importante entre le pont Franier et le pont Albert Ier en face du Palais des Congrès. La circulation cyclopiétonne en bord de Meuse est séparée des voitures par un grand talutage végétalisé. Sur tout cet axe, il y a une forte présence d'éléments végétaux entre les bandes de circulation, avec différentes séquences paysagères. Et sur l'avenue Blondine, sous la cathédrale d'arbres, comme on l'appelle, cette grande avenue de platanes, l'atelier Ecorajout a dessiné un jardin linéaire. L'idée c'était de supprimer déjà le parking qui occupait une grande partie de l'espace, qui a été transformé en de grandes zones de pelouse, et accompagné sur sa bordure par ce jardin fleuri,
pendant une grande période de l'année. Le réaménagement de ce boulevard urbain assure aussi une connexion forte entre l'esplanade des Guillemins qui est vraiment tirée jusqu'à la Meuse, qui permet de franchir le boulevard et puis d'emprunter la passerelle jusqu'au musée de la Boverie. La Belle Liégeoise fait référence à Anne-Joseph Théroigne de Méricourt, une révolutionnaire féministe de la fin du XVIIIe siècle. Vincent Servet, vous êtes l'ingénieur à la manœuvre de cette passerelle. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de ce projet? Oui, tout à fait. En fait, il a très peu de lien avec Anne Théroigne. Enfin, il a surtout un lien avec une évolution de quartier. Et donc une ambition qui était d'abord politique de faire un lien entre guillemets la médiacité et la gare des Guillemins, qui a tout à fait évolué vers un lien d'une nouvelle esplanade de la gare qui se développait vers le parc en fait, pour redonner les quartiers et redonner l'accès au quartier des Vennes. Et donc la passerelle est plutôt venue dans cet intervalle et dans cet interstice. Et c'est important parce que c'est surtout ça qui a permis, avec Michel Corajou, avec qui nous étions associés à l'époque, de faire l'implantation correcte de l'objet qui n'était pas facile parce qu'on a un contexte urbain très serré et on avait une fenêtre paysagère qui était assez serrée aussi. Donc en fait d'abord la commande a été initiée par la SPOE, donc la DGO2 à l'époque, donc les voies hydrauliques de Liège, c'est eux qui étaient à la manœuvre. Mais en fait ils n'étaient pas à la manœuvre tout seuls, ils ont tout de suite lié l'ensemble de la mission avec un comité de suivi de toutes les discussions et toutes les évolutions, qui composait en fait le fonctionnaire délégué, la ville, en fait les utilisateurs, enfin donc, toutes les parties prenantes de la question liée à la passerelle. Et donc ça, c'est un comité qui a en fait été, donc on a eu une démarche constructive, c'est-à-dire qu'ici, c'est pas un concours, donc on n'a pas proposé un objet, c'est-à-dire qu'il y avait un contexte et puis on a fait des esquisses sommaires, donc un certain nombre d'esquisses sommaires qui permettaient d'amener tant des implantations différentes que des structures différentes, les faire évoluer vers des esquisses élaborées, il n'y en avait plus que certains, et puis faire un avant-projet, il y avait 2 avant-projets en fait, et puis alors une fois que le choix a été fait, de développer l'avant-projet. Donc c'est une démarche constructive pour arriver à ce qu'on a terminé ici. La passerelle a été inaugurée en 2016, donc il y a déjà 5 ans maintenant. Donc grosso modo le franchissement, en fait c'est 5 passerelles, c'est pas une seule passerelle, c'est 5 passerelles. Donc c'est une succession de passerelles, il y a une portée principale, le franchissement de la Meuse, qui est ici de l'ordre de 140 mètres la Meuse, et la portée principale fait 160 mètres. Et puis il y a toute une développée, des rampes dans le parc, pour avoir une longueur totale de grosso modo 300 mètres, d'accord ? Plus des rampes d'accès pour les accès PMR et les différentes mobilités, qui donc fait un ensemble complexe qu'on essaye de ne pas montrer et de ne pas voir, mais qui permettent de faire les liens et les liaisons avec la passerelle. Alors il y a encore quelque chose qui est assez intéressant à réexpliquer dans le contexte, parce que c'est une passerelle qui est totalement dissymétrique. Donc elle est dissymétrique dans sa longueur, elle est dissymétrique dans sa largeur. Et en fait ça vient d'une réflexion qui est liée au quartier, vraiment à son implantation. C'est-à-dire qu'il y a un quartier, l'implantation, bon, il y a la Meuse, il y a son méandre, on est dans le courbure de la Meuse, donc qui est assez marqué là-dedans. On a d'un côté un contexte paysager, le parc de la Boverie, d'un contexte le quai de Rome qui est très urbanisé. Et donc on voulait insérer une structure où il y a des structures, donc c'est pour ça que la structure principale est du côté du quai de Rome, donc la dissymétrie vient de là. La structure s'efface dans le parc pour quasi ne pas apparaître. Et c'est pareil, quand on est maintenant sur la passerelle, elle est dissymétrique, donc c'est-à-dire que la structure n'est que d'un côté, elle est côté amont, pour en fait permettre d'avoir un très grand platelage et de dégager une vue sur tous les aménagements qui ont été faits le long des quais. On est dans une structure hybride, c'est-à-dire que ça ressemble à un pont suspendu, mais ce n'est pas un pont suspendu, c'est une demi-structure suspendue, si on veut dire comme ça. Donc en fait, c'est une structure, ce qu'on appelle funiculaire, qui permet d'avoir des structures excessivement élancées. Donc on est dans une structure métallique, donc vous avez un caisson métallique qui est en dessous du platelage, donc là où on s'assied, le banc sur lequel on s'assied, qui est le caisson principal, qui permet de reprendre toutes les charges dissymétriques qui s'encastrent en torsion. Et puis évidemment le caisson ne suffit pas lui-même et il est accompagné par ce qu'on appelle une catène et des suspentes qui ramènent les efforts vers la rive gauche pour les ancrer dans un gros massif de fondation qui est caché dans le sol là-bas. Donc ça c'est le principe structurel. Alors on a évidemment, quand on a des élancements de structures comme ça, les matériaux sont excessivement limités et donc on est quasi tout de suite orienté vers les structures métalliques qui permettent d'avoir des fines structures, quelque chose de très élancé, donc qui répond très bien là. Et par contre, pour le côté transversal, donc le côté platelage sur lequel on marche, on est sur un platelage bois. Pour le côté généreux, confort, enfin quelque chose qui ne fait pas trop ouvrage routier, mais qui permet d'avoir une intégration d'une structure pour les modes doux et de confortable. Voilà. Donc en fait, la structure, j'ai expliqué comment on a développé les esquisses. Une fois qu'on a lancé le marché, c'est l'entreprise Erhardt, qui est une filiale de l'entreprise de Null, qui a eu le marché sur cette partie-ci. De Null est un gros dragueur, une entreprise qui est en Flandre, qui fait des gros travaux de dragage, mais qui travaille pas mal ici en région wallonne, et qui a sous-traité la partie métallique aux entreprises Ponsa,
qui n'existent plus maintenant en tant que tels, mais qui sont à Auquier en fait, et qui ont réalisé la charpente métallique de l'ouvrage. Donc c'est principalement, il y a eu d'autres corps de métier, mais c'est principalement ces deux-là qui ont fait le principal de la structure. Oui, c'est assez amusant parce que quand on a eu les esquisses, effectivement, on a eu, quand rien n'existe, on se dit toujours est-ce qu'il y a besoin de quelque chose, c'est toujours la même chose. Et il y a eu des critiques un peu de tous les côtés, c'est normal, hein, c'est constructif, mais comme quoi elle ne servirait pas à quelque chose et autres. Et en fait, on s'est tout de suite rendu compte qu'il y avait un besoin. Il y avait un besoin parce qu'en fait, pour deux raisons. Le franchissement de la Meuse, c'était soit le pont de Fragnier, qui est difficilement accessible par rapport au quartier des Vennes, pour faire c'est un quartier difficile, ou alors le pont Albert. Et entre les deux, l'espace est très important, donc il y avait déjà un trou dans la connexion. Et puis il y avait surtout ce parc de la Bovrie qui était complètement sous-exploité en termes de parc. Et donc l'aménagement des quais, la passerelle qui donne directement l'accès au quai, le développement du musée a fait en sorte qu'en fait ça a redynamisé complètement le parc en lui-même et les connexions. Et donc la passerelle fonctionne excessivement bien dans cet ensemble-là. Je crois que ça a tout de suite fonctionné, on l'a vu tout de suite dès l'inauguration et les gens se l'approprient toujours maintenant très bien, je veux dire. C'est un lieu d'apéritif assez fonctionnel. Nous terminons notre visite avec Renaud Quinet dans le parc de la Bovrie. Le musée Bovrie, inauguré en 2016, dynamise le bâtiment construit pour l'exposition universelle de 1905. Pouvez-vous nous expliquer cette intervention? En 2009, le Conseil communal de la ville de Liège, en collaboration avec la faculté d'architecture de la communauté française, décide de lancer un marché public pour rénover le palais des Beaux-Arts du parc de la Bovrie. L'idée, c'est de transformer le bâtiment pour qu'il puisse accueillir les collections permanentes, bien sûr, de la ville de Liège, mais aussi de grandes expositions temporaires. Cette idée derrière ça, c'est de transformer le lieu pour accueillir des événements plus importants qui confortent le rayonnement de Liège comme ville culturelle. 28 dossiers ont été déposés et la ville a choisi finalement une association, le bureau français de Rudy Ricciotti et le cabinet PhD, qui est un cabinet local, un cabinet liégeois. L'objectif du projet était bien sûr d'allier l'identité patrimoniale forte du bâtiment existant avec une extension qui soit contemporaine et qui soit marquante, qui puisse renforcer cette identité et cette attractivité du projet. Le projet des architectes vise à rénover ce bâtiment qui date de 1905, de l'exposition universelle de 1905. L'intervention s'est surtout localisée à l'arrière, côté dérivation, où le bâtiment présentait un mur en attente, finalement un grand mur aveugle, qui a été démoli pour se connecter au musée. Et ils ont conçu alors une grande boîte vitrée qui s'ouvre vers la dérivation, vers le parc. Ce bâtiment nouveau, il est de conception un peu originale, c'est une prouesse technique malgré tout. Il s'appuie sur 21 colonnes en béton précontraint qui réinterprètent la forme des troncs d'arbres. Et la façade est vitrée sur toute sa hauteur avec des grands éléments de 7,50 m. Sur une aile latérale du bâtiment, un bassin a été créé, un miroir d'eau pour refléter la façade historique du bâtiment. Au rez-de-chaussée, on accueille dans cette extension les collections temporaires et puis les sous-sols le niveau des sous-sols a été abaissé pour retrouver de la hauteur et créer des espaces qui puissent accueillir les expositions alors permanentes du musée, dont la scénographie a été supervisée par le musée du Louvre. Et on y a localisé aussi un auditorium important de 160 places. Nous arrivons au terme de cette promenade en encourageant de nouvelles affectations en ville avec un grand souci accordé à la qualité de l'environnement sur l'axe Guilmain-Médiacité et au mode alternatif à la voiture individuelle. Nous espérons que ce quartier permet d'offrir aux habitants et usagers des espaces où il fait bon vivre.